Je m'appelle Amélie Fontaine et j'ai 34 ans. Si vous étiez entré dans ma vie par un banal samedi matin il y a quelques semaines, vous auriez probablement pensé que j'avais tout sous contrôle. Mes factures se payaient presque toutes seules. Mon agenda était organisé par code couleur. Je possédais plus de surligneurs que de maquillage. Mon idée de la rébellion consistait à boire du café après 16 heures. J'avais l'habitude de penser que ce genre de vie signifiait que j'étais en sécurité, presque intouchable. Comme si, en suivant toutes les règles, la vie signait un contrat promettant de ne jamais me prendre au dépourvu. Puis, mon petit ami m'a envoyé un SMS, « Je ne t'aime plus. » Considère cela comme un adieu. Exactement 2 minutes avant le début de ma cérémonie de remise de diplôme. Le truc, c'est que ce n'était pas ma première remise de diplôme. 5 ans plus tôt, à 29 ans, j'avais repris mes études pour obtenir mon MBA. C'est là que j'ai rencontré Lucas. J'étais celle avec les notes surlignées par couleur et les clés USB de secours. Il était celui qui pouvait entrer dans n'importe quelle pièce et se faire 5 nouveaux amis avant même de trouver une chaise. Il préparait son master en communication. Il plaisantait en disant que je parlais la langue des tableurs et lui, la langue des humains. Bizarrement, ça fonctionnait. Nous avons commencé à sortir ensemble dès le premier semestre. Après l'obtention de nos diplômes, nous avons emménagé ensemble. Nous avons construit ce que je pensais être une vie d'adulte solide. Une carte de fidélité Carrefour commune, des amis communs, le même profil Netflix depuis si longtemps que l'algorithme croyait sincèrement que nous étions une seule et même personne. La dernière année a tout changé. J'ai décidé de réorienter ma carrière et de reprendre une autre formation, une certification spécialisée en analyse de données. C'était intense. Des journées de 12 heures partagées entre les cours, les projets et les nuits blanches à débugger du code jusqu'à ce que les lignes se brouillent. Des groupes d'études le week-end qui dévoraient mes samedis, des pauses le dimanche qui n'étaient en réalité que du temps pour réviser mon projet de fin d'études. Lucas disait qu'il me soutenait. Il disait à tout le monde à quel point il était fier de moi. Mais dans notre appartement, dans le silence, son soutien sortait de travers. Tu es toujours occupé. Tu n'as jamais de temps pour nous. Tout tourne autour de ton ordinateur portable. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était temporaire. Le programme était conçu pour être immersif. C'était le but. 18 mois à me noyer pour pouvoir respirer plus facilement pendant les 20 prochaines années. J'essayais de tout équilibrer, mais l'équilibre est un joli mot pour désigner une chose qui n'existe pas vraiment. Il y a toujours quelque chose qui tombe. La plupart du temps, c'était moi. Le projet final a été le pire. 3 mois consécutifs à construire un pipeline de données qui semblait personnellement offensé par mon existence. J'étais épuisé, tremblante à cause du café, et je m'accrochais à l'idée de la remise des diplômes comme à une bouée de sauvetage. La cérémonie était prévue pour le samedi 18 mai à 14 heures. J'avais encerclé cette date sur mon calendrier tant de fois que le papier en était aminci. C'était mon deuxième diplôme, un tournant décisif dans ma carrière, la preuve que les nuits blanches et les soirées manquées avaient un sens. J'avais invité Lucas des semaines à l'avance. Il avait promis d'être là. Mes parents prenaient l'avion pour venir. Mon frère faisait la route depuis le nord. Pour moi, c'était énorme. Pour nous, c'était censé être une étape importante. Le vendredi soir, l'air de notre appartement semblait lourd. J'étais assise à la table de la cuisine, relisant les notes de mon discours car, bien sûr, j'avais été choisi pour parler au nom de ma promotion, pendant que Lucas était allongé sur le canapé, faisant défiler sans fin l'écran de son téléphone. « Tu as choisi ce que tu vas porter demain ?» ai-je demandé, à moitié pour le taquiner, à moitié pour vérifier. J'estimais que mon petit ami depuis 5 ans ne devait pas se pointer en sweat à capuche. « Je n'ai pas encore décidé », a-t-il répondu sans lever les yeux. « C'est demain », lui ai-je rappelé, essayant de garder un ton léger. Je me demandais juste. « Je sais quand c'est. » Ces mots étaient plats, émoussés sur les bords. Il n'a rien ajouté d'autre. Vers 22 heures, il a annoncé qu'il était fatigué et est allé se coucher sans même me faire un bisou sur le front. Je suis resté à table, lisant mon discours à voix haute devant un public de tasses à café sale. Je me suis dit qu'il était juste stressé, que nous étions tous les deux fatigués, que les relations ne devaient pas être jugées sur une soirée bizarre la veille d'une remise de diplôme. Le samedi matin, je me suis réveillé à 7 heures. La cérémonie n'était qu'à 14 heures,
mais je devais être sur le campus à midi pour l'alignement et les dernières vérifications. J'ai pris une douche, j'ai enfilé le tailleur bleu marine que j'avais acheté spécialement pour ce jour-là, et j'ai préparé du café. Le genre de matinée où l'adrénaline fait le plus gros du travail à votre place. Lucas dormait encore quand je suis sorti de la salle de bain, les cheveux humides, ma veste drapée sur le dossier d'une chaise. Il a émergé vers 9h30, portant le même t-shirt qu'il avait jeté par terre la veille au soir. « Tu es debout tôt », a-t-il dit. « Grand jour, tu te souviens. » J'ai essayé de sourire. « Ah oui. Ton truc. » Ma remise de diplôme, ai-je rectifié d'un ton un peu plus sec que prévu. « Ouais, c'est ce que je voulais dire. » Quelque chose dans son ton a irrité mes nerfs, mais je l'ai ravalé. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui devait être consacré à la réussite, au soulagement et à ma mère en train de pleurer au deuxième rang. J'ai préparé le petit déjeuner. Des œufs brouillés, des toasts, des fruits. Il a mangé en silence, les pouces défilant sur son écran, le visage éclairé par un téléphone qui avait apparemment plus de choses à lui dire que moi. J'ai essayé. Je lui ai posé des questions sur sa semaine, s'il avait parlé à sa mère récemment, s'il voulait dîner avec ma famille après la cérémonie. Peut-être. Ouais, on verra. Des réponses monosyllabiques. Des haussements d'épaule. Une relation en mode avion. Je dois partir vers 11h30, lui ai-je rappelé en rinçant la vaisselle. Tu devrais probablement commencer à te préparer bientôt. Ouais, ok. À 11h15, il était toujours en pyjama, les cheveux non brossés. Aucun effort qui suggérait qu'il prévoyait de célébrer l'aboutissement de 18 mois brutaux et obsessionnels de ma vie. Et, on doit partir dans 15 minutes, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Je vois que tu n'es pas habillé. Je suis au courant. J'ai hésité. Tu viens? Pour la première fois de la matinée, il m'a vraiment regardé. Pas le tailleur que j'avais repassé, ni les notes que j'avais écrites, ni la personne qui avait passé des mois à vivre dans un brouillard d'épuisement pour que nous puissions avoir un avenir meilleur. Juste moi. Je ne sais pas, a-t-il dit. As-tu vraiment besoin de moi là-bas? Ça m'a frappé en pleine poitrine. C'est ma remise de diplôme, ai-je répondu. Bien sûr que j'ai besoin de toi. Tu as tes parents, ton frère. Tu t'en sortiras très bien. Là n'est pas la question. Tu es mon petit ami. C'est important pour moi. Il s'est moqué. Tout est important pour toi ces derniers temps. Tes cours, tes projets, ta carrière. Et qu'en est-il de ce qui est important pour moi? La voilà, la phrase qu'il préparait depuis des mois. Ce n'est pas le moment d'avoir cette conversation, ai-je dit en regardant l'horloge. Je dois partir dans 10 minutes. Alors pars. Mon cœur battait la chamade. Tu fais sérieusement ça maintenant? Je ne fais rien du tout, a-t-il répondu. C'est toi qui pars. J'ai attrapé mes clés, mon téléphone, la chemise contenant mes notes de discours. J'ai jeté un dernier regard sur lui, debout dans son t-shirt usé, les bras croisés, le visage figé dans cette expression vide et têtue que je trouvais autrefois charmante. Je dois y aller, ai-je dit doucement. S'il te plaît, sois juste là. On verra. Je suis parti. Le trajet jusqu'au campus m'a semblé être un tunnel. Je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil à mon téléphone sur le siège passager, voulant qu'il s'allume avec un message de lui disant qu'il était en route, qu'il était désolé, qu'il rejoindrait ma famille dans le hall. Rien. Je suis arrivé à 11h45, j'ai pointé, j'ai récupéré ma toge et ma coiffe, j'ai trouvé ma place dans la file d'attente. Tout le monde autour de moi bourdonnait d'excitation. Des photos, des câlins, on a réussi, et je n'arrive pas à croire que c'est fini. J'ai souri, hoché la tête, ri au bon moment. À l'intérieur, quelque chose se défaisait tranquillement, fil par fil. À 13h58, 2 minutes avant le début prévu de la cérémonie, mon téléphone a vibré dans ma main. Notification, Lucas. Je jure que le temps a ralenti, comme si mon cerveau savait avant mes yeux que c'était le moment où tout basculait. J'ai ouvert le SMS. Je ne t'aime plus. Considère cela comme un adieu. Je l'ai lu une fois, puis une autre, et encore une autre. La musique de la procession a commencé quelque part au loin. Les premières notes d'un accomplissement autour duquel j'avais construit mon année entière.
Un coordinateur a descendu la file, vérifiant nos positions, nous rappelant quand avancer. Mon téléphone a vibré à nouveau. J'aurais dû te le dire plus tôt. Je ressens ça depuis des mois. Je ne peux plus faire semblant. Ça va, a demandé quelqu'un derrière moi. J'ai hoché la tête, les lèvres si serrées qu'elles me faisaient mal. J'avais 90 secondes pour prendre une décision. Je pouvais l'appeler. Je pouvais le supplier de m'expliquer. Je pouvais lui demander si c'était une blague, un test, une tentative cruelle d'attirer l'attention. Je pouvais le laisser détruire cette journée entièrement. Ou bien, je pouvais faire quelque chose que je n'avais jamais fait en 5 ans avec lui. Je pouvais me choisir, moi. Mes pouces ont bougé avant que mon cerveau n'ait fini de voter. Compris. Un seul mot. Pas de question. Pas de négociation. Pas de « pouvons-nous en parler » ou « s'il te plaît, ne fais pas ça aujourd'hui ». J'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai glissé dans ma poche. Quand la file s'est avancée, j'ai marché. La cérémonie est un flou dans ma mémoire aujourd'hui, comme si quelqu'un l'avait passée en avance rapide et n'avait gardé que les moments forts. J'ai entendu mon nom, j'ai traversé la scène, j'ai serré des mains, j'ai accepté mon diplôme, j'ai souri pour l'appareil photo, j'ai prononcé mon discours au nom de notre promotion. Chaque ligne que j'avais répétée pendant des semaines sortait de moi en pilote automatique. Les gens se sont levés. Ils ont applaudi. Quelques-uns de mes camarades de classe ont pleuré. À l'intérieur, je ne ressentais rien. Juste ce calme étrange et creux, comme si on m'avait vidé et qu'il ne restait plus que les contours de moi-même. Après la cérémonie, mes parents m'ont trouvé en premier. Le visage de ma mère était taché par les larmes. Mon père m'a serré si fort dans ses bras que ma coiffe a failli tomber. Mon frère m'a tapé dans le dos et a fait une blague sur mon addiction à payer des frais de scolarité. « Tu as été incroyable », a dit ma mère. « Où est Lucas ? Je veux une photo de vous tous ensemble. » Il n'a pas pu venir, ai-je répondu. Oh non. Est-ce que tout va bien, a-t-elle demandé, la première once d'inquiétude tiraillant ses mots. Oui, tout va bien. Il a juste eu un empêchement. Ce n'était pas un bon mensonge, mais c'était le seul que je pouvais formuler sans m'effondrer. Elle a scruté mon visage pendant un instant, comme si elle pouvait voir la fissure qui le traversait. Tu as l'air bizarre, a-t-elle dit doucement. Je suis juste fatigué, ai-je répondu. Longue journée. Le dîner s'est déroulé dans un restaurant italien du centre-ville. Je ne me souviens pas de ce que j'ai commandé. Je me souviens avoir hoché la tête, ri au bon moment, regardé ma famille me célébrer. Mon père a parlé de mes perspectives d'emploi. Ma mère a raconté mon premier jour de maternelle comme si c'était hier. Mon frère s'est moqué de moi parce que je classais mes boîtes de céréales par couleur quand nous étions enfants. Ils étaient tous si fiers. Cela a rendu ce qui s'était passé encore plus surréaliste, comme si je vivais 2 lignes temporelles à la fois. L'une où j'étais une femme qui avait réussi, accompli, avec 2 diplômes, et l'autre où je venais d'être jeté comme un vieux sweatshirt par SMS. Quand je suis rentré à l'appartement vers 20h, le ciel était d'un violet meurtri et les lumières du parking s'étaient allumées. La voiture de Lucas avait disparu. À l'intérieur, la plupart de ses affaires étaient encore là, mais pas toutes. Son ordinateur portable, sa veste préférée, son chargeur de téléphone, quelques paires de chaussures, les essentiels que l'on prend quand on a déjà décidé de ne pas revenir. Il n'avait pas seulement rompu avec moi. Il avait planifié sa sortie. Je suis resté planté dans l'embrasure de la porte pendant une longue minute, les clés toujours à la main, essayant de ressentir quelque chose d'assez grand pour correspondre à ce qui venait de se passer. Rien n'est venu. J'ai posé mon sac, j'ai enlevé mes talons, j'ai accroché ma veste de tailleur au dossier d'une chaise. Puis, j'ai sorti mon téléphone. Bloqué, bloqué, bloqué. Son numéro, son Instagram, son Facebook, son Twitter, toutes les plateformes où son visage était déjà apparu avec une notification qui faisait autrefois battre mon cœur. Ensuite, j'ai ouvert le dossier de photos partagées. 247 photos. Des voyages à la mer, des anniversaires, des mardis soirs au hasard avec des plats à emporter, le selfie que nous avions pris à la bibliothèque du campus la première fois que nous avions étudié ensemble, la photo de lui faisant semblant de dormir sur le canapé avec un livre ouvert sur la poitrine. Des rayons de supermarché, des couchers de soleil sur des parkings. Une par une, elles ont disparu.
Supprimer l'album. Disparu. Je me suis déplacé dans l'appartement comme si je faisais un inventaire. Vêtements, articles de toilette, ce coussin décoratif affreux qu'il adorait et dont je disais toujours qu'il avait sa place dans la salle d'attente d'un dentiste. J'ai mis tout ce qui était clairement à lui dans des cartons et je les ai empilés soigneusement dans la chambre d'amis. Étiqueté, organisé, terminé. Quand il n'y a plus eu rien à trier, je me suis allongé sur le lit que nous partagions et j'ai fixé le plafond. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas repassé en boucle chaque conversation que nous avions jamais eue, à la recherche d'indices. J'ai pensé à l'heure d'envoi de son message. 18 mai, 13h58. 2 minutes avant que mon nom ne soit appelé. Il n'avait même pas pu attendre la fin. Il n'avait pas pu m'accorder une heure, un jour, une conversation. 5 ans se sont terminés par un SMS chronométré pour un impact maximal. Il pensait que considère cela comme un adieu allait me briser. Au lieu de cela, j'ai réalisé que c'était la première limite qu'on m'avait jamais offerte et que je n'ai pas essayé de négocier. Je l'ai considéré. Et au fond de moi, même à travers l'engourdissement, je savais que j'étais d'accord. Le dimanche matin, je me suis réveillé et pendant une seconde, j'ai oublié. Il y a eu ce moment de demi-conscience où le monde est doux sur les bords et où votre cerveau n'a pas encore téléchargé la dernière catastrophe en date. Je me suis étiré, je me suis tourné sur le côté, j'ai cherché instinctivement le poids d'un autre corps qui n'était pas là. Ma main a rencontré des draps froids et un espace vide. Tout est revenu d'un coup dans une vague nauséeuse. J'ai fixé le plafond, j'ai attendu les larmes, la rage, l'humiliation. Rien. C'était comme si quelqu'un avait plongé la main dans ma poitrine, avait tout vidé et n'avait laissé que de l'air creux derrière. Ni chagrin, ni soulagement, juste l'absence. Alors, j'ai fait ce que je fais toujours quand je ne sais pas quoi faire d'autre. Je me suis levé. J'ai fait du café. J'ai fait du sport. J'ai préparé mes repas pour la semaine, alignant les récipients en verre comme de petits soldats dans le réfrigérateur. J'ai balayé des miettes dont tout le monde se fichait sauf moi. J'ai réorganisé le meuble à épices. Routine, structure, contrôle, toutes les choses qui ne m'avaient jamais quitté, contrairement à l'homme qui l'avait fait. Vers 14 heures, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli le laisser aller sur la messagerie. Puis, une part de moi, têtue et curieuse, a décroché. Allô, Amélie. C'est moi. Sa voix a touché un air que je ne savais pas encore à vif. Comment as-tu eu ce numéro, ai-je demandé, le sachant déjà. J'ai emprunté le téléphone de mon ami, a-t-il dit rapidement. Tu m'as bloqué. Oui, ai-je dit. Je l'ai fait. Il faut qu'on parle. Non, ai-je répondu, me surprenant moi-même par le calme de ma voix. Ce n'est pas nécessaire. Tu as dit ce que tu avais à dire hier. Je l'ai accepté. Nous avons terminé. Tu ne peux pas juste me bloquer et agir comme si je n'existais pas, a-t-il lancé. En fait, si, je peux, ai-je répliqué. C'est toi qui as mis fin aux choses. Je respecte ta décision. Je ne voulais pas dire qu'on ne pouvait plus se parler, a-t-il dit. Je voulais dire. Que pensais-tu que considère cela comme un adieu signifiait, Lucas? Le silence a crépité entre nous pendant une seconde. Je voulais dire qu'on rompait, a-t-il dit sur la défensive. Pas que tu allais m'exclure complètement. C'est exactement ce qu'est une rupture, ai-je dit. C'est fini. Plus aucun contact. Mais mes affaires sont toujours à l'appartement. Elles sont emballées, ai-je dit. Fais-moi savoir quand tu veux venir les chercher, et je m'assurerai de ne pas être là. C'est ridicule, a-t-il rétorqué. Tu te comportes comme une enfant. Je suis clair, ai-je répondu. Tu ne m'aimes plus. Tu as dit adieu, alors adieu. J'ai raccroché. Ma main tremblait un peu quand j'ai tapé sur l'écran pour bloquer ce numéro aussi. Mais ce n'était pas de la tristesse. C'était de l'adrénaline. Le genre qu'on a quand on marche sur une corde raide et qu'on réalise qu'on n'est pas tombé. Au cours des 24 heures suivantes, il a essayé d'appeler avec 2 autres numéros. Je n'ai pas répondu. Bloqué. Bloqué. À chaque fois, cela devenait plus facile. Le lundi matin, je suis allé travailler.
C'était mon premier jour officiel dans le nouveau poste que j'avais obtenu grâce à ce diplôme, celui pour lequel il n'avait pas daigné se déplacer pour me voir le recevoir. Ma patronne m'a accueilli à mon bureau avec un sourire et une pile de documents d'intégration. Félicitations, Amélie, m'a-t-elle dit, à la fois pour le diplôme et la promotion. L'équipe avait décoré mon écran avec un chapeau de diplômé en papier. Il y avait un gâteau dans la salle de pause. Les gens ont applaudi quand je suis entré. Ils m'ont posé des questions sur mon discours. Ils m'ont dit à quel point ils étaient fiers de moi. C'était la célébration que j'aurais dû avoir avec la personne qui partageait mon lit depuis 5 ans. Au lieu de cela, j'ai eu quelque chose de mieux. Une pièce remplie de personnes qui se sont présentées quand elles avaient dit qu'elles le feraient. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, il n'y avait pas de messages vocaux, mais il y avait une notification d'une application à laquelle je n'avais pas pensé depuis des années. Une ancienne plateforme de messagerie que nous utilisions au premier semestre de notre master avant de passer à une centaine d'autres choses. De la part de Lucas. S'il te plaît, il faut qu'on parle. J'ai fait une erreur. Pouvons-nous juste parler en personne? J'ai fixé l'écran pendant un moment, ressentant cette vieille attraction familière. La partie de moi qui voulait comprendre, réparer, aplanir les choses. Puis je me suis souvenu de l'heure de son SMS de rupture, 13h58. Je me suis souvenu de la façon dont il se tenait dans la cuisine ce matin-là, les bras croisés, me demandant si j'avais vraiment besoin de lui là-bas. J'ai tapé lentement. Non. Viens chercher tes affaires cette semaine ou je les donne à des associations. Sa réponse est arrivée rapidement. Tu es cruel. J'en ai juste fini, lui ai-je répondu. Il y a une différence. Puis je l'ai bloqué là aussi. Le mercredi, il est passé à la vitesse supérieure. J'étais à mon bureau quand mon téléphone a vibré avec un SMS de ma voisine du dessous, Madame le maire, une institutrice à la retraite qui connaissait les affaires de tout le monde et prétendait le contraire. Il y a un homme qui attend devant l'immeuble, a-t-elle écrit. Il dit qu'il est votre petit ami. Il a l'air contrarié. Dois-je appeler quelqu'un? J'ai fixé le message pendant une seconde, la mâchoire serrée. C'est mon ex, ai-je répondu. Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Il finira par partir. Ce qu'il a fait. D'après elle, il est resté pendant 3 heures, assis sur les marches, fixant la porte comme s'il pouvait me faire apparaître par la seule force de sa volonté, vérifiant son téléphone, se levant à chaque fois que quelqu'un passait. L'espoir illuminant son visage avant de retomber quand il réalisait que ce n'était pas moi. Une partie de moi a ressenti un petit pincement gênant pour cette version de lui, celle qui avait l'air perdue et petite, et qui ne ressemblait en rien à l'homme qui avait fait exploser ma remise de diplôme avec un SMS. Mais la plus grande partie de moi ne ressentait rien. Le jeudi, ça s'est reproduit. À ce moment-là, j'avais commencé à ajuster ma routine, à travailler tard, à aller à la salle de sport après, à flâner dans une librairie, à m'attarder sur des titres que je n'avais pas l'intention d'acheter. À m'asseoir dans un café avec mon ordinateur portable longtemps après avoir fini ma boisson, juste pour que, quand je rentrais enfin, les marches soient vides. Ce soir-là, je n'ai pas évité la situation. Au lieu de cela, j'ai observé depuis l'appartement d'une amie de l'autre côté de la rue. Elle m'a offert un verre de vin et un regard compatissant alors que nous nous tenions derrière le rideau pour regarder Lucas, assis là, tout seul. Nous l'avons vu sortir quelque chose de sa poche, un morceau de papier plié peut-être, ou une photo, et le fixer pendant un long moment. « Tu vas bien ?» a demandé doucement mon ami. « Je vais bien » ai-je dit. Je le pensais vraiment. Le vendredi a été la première fois que je suis tombé sur lui. Ma dernière réunion a duré plus longtemps que prévu. Au moment où j'ai quitté le bureau, le soleil était bas et mon cerveau était grillé par trop de tableurs et pas assez d'oxygène. J'ai conduit jusqu'à chez moi, je me suis garé à ma place habituelle, j'ai passé mon sac de sport sur mon épaule et je me suis dirigé vers l'entrée de l'immeuble. Il était là, assis sur les marches, voûté, les coudes sur les genoux. Il s'est levé à la seconde où il m'a vu, comme s'il avait été enroulé sur lui-même tout ce temps, prêt à bondir. « Enfin » a-t-il dit. « Ça fait des jours que j'essaie de te parler. » Je n'ai pas accéléré le pas. Je n'ai pas ralenti non plus. J'ai simplement marché vers la porte. « Je n'ai rien à te dire. » ai-je répondu. « S'il te plaît, accorde-moi juste 5 minutes. »« Tu as eu 5 ans, ai-je dit. Tu as tout jeté par SMS pendant ma remise de diplôme.
Je ne te dois pas 5 minutes de plus. J'étais confus, a-t-il dit, les mots trébuchant les uns sur les autres. J'étais dépassé. Tu étais tellement occupé et je me sentais délaissé, je n'ai pas bien géré la situation. D'accord. C'est ça ton explication, ai-je demandé. Tu t'es senti délaissé, alors tu as décidé de faire exploser ma vie à 2 minutes de mon entrée sur scène. Je ne réfléchissais pas, a-t-il protesté. J'étais blessé. Je pensais que tu te battrais pour nous. Cette phrase s'est logée dans ma poitrine comme une écharde. On y est, ai-je dit doucement. Tu ne voulais pas rompre. Tu voulais une mise en scène. Tu voulais que je te coure après. Je voulais que tu montres que tu tenais à nous, a-t-il rétorqué. J'ai pris une inspiration, lente et régulière. J'ai passé 18 mois à montrer que j'y tenais, ai-je dit. Je tenais assez à notre avenir pour m'épuiser à la tâche. Tu t'es senti délaissé, et au lieu de m'en parler comme un adulte, tu as mis fin aux choses de la manière la plus cruelle à laquelle tu as pu penser. Et maintenant que je t'ai pris au mot et que je suis passé à autre chose, soudainement, tu veux revenir en arrière. Amélie, s'il te plaît, a-t-il dit en s'approchant. Sa voix s'est brisée. J'ai fait une erreur. Je ne veux pas te perdre. Je t'aime. Je l'ai cru. C'était ça le pire. Je croyais qu'une partie de lui, debout sur ses marches, m'aimait vraiment, ou du moins aimait le confort de ma présence. Je croyais qu'il regrettait son SMS. Je croyais qu'il avait peur. Mais je croyais aussi autre chose. Que si je le laissais revenir, cela se reproduirait la prochaine fois que la vie deviendrait difficile. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit. Je crois que tu ne le pensais pas quand tu l'as tapé. Pas entièrement. Mais tu le pensais assez pour l'envoyer. Tu le pensais assez pour le chronométrer afin de faire le maximum de dégâts. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Des larmes ont coulé sur ses cils. De vraies larmes, pas du genre dramatique. J'étais resté avec lui assez longtemps pour faire la différence. S'il te plaît, a-t-il murmuré. Je t'aime. Vraiment. Et c'est là que j'ai prononcé la seule phrase qui a changé tout son visage. J'ai signé un bail pour un nouvel appartement, ai-je dit. Je déménage dans 2 semaines. Tes affaires seront ici jusque-là. Après ça, je me fiche de ce qui leur arrivera. Le sang s'est retiré de son visage. Tu déménages, a-t-il répété, comme si le mot en lui-même était une insulte. Oui. Où ça? Ce ne sont pas tes affaires. Nous vivons ensemble, a-t-il dit, la voix montant dans les aigus. Tu ne peux pas juste déménager. Le bail est à mon nom, lui ai-je rappelé. J'ai donné mon préavis hier. Tu n'es pas dessus, donc tu n'as pas ton mot à dire. Où suis-je censé vivre, a-t-il exigé, la panique montant. Encore une fois, ai-je dit, ce n'est pas mon problème. C'est toi qui as mis fin à ça. Débrouille-toi. C'est de la folie, a-t-il dit. Tu es en train de jeter 5 ans à la poubelle. Non, ai-je répondu calmement. C'est toi qui as fait ça le 18 mai à 13h58. J'accepte simplement la réalité. Sa bouche s'est ouverte et fermée, cherchant quelque chose à dire qui pourrait remonter le temps. Je suis passé devant lui, j'ai ouvert la porte de l'immeuble et je suis entré. Il a essayé de me suivre, mais j'ai tiré la porte avant qu'il ne puisse la rattraper. Sa paume a frappé la vitre avec un bruit sourd. À travers le métal fin et le verre, je l'entendais prononcer mon nom, frapper, supplier. J'ai monté les escaliers, j'ai déverrouillé mon appartement et j'ai fermé la porte derrière moi. Puis, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des jours. J'ai expiré. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Pas parce que j'étais triste. La tristesse exige une douceur que je n'avais plus. Mais parce que mon esprit n'arrêtait pas de s'inquiéter, comme un moteur qu'on ne pouvait pas éteindre. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais Lucas sur ses marches, frappé de panique, comme s'il venait tout juste de réaliser que les conséquences étaient réelles. Au matin, quelque chose en moi s'était apaisé. Pas guéri, pas réparé, juste décidé. Ce sentiment m'a porté tout au long du week-end. Le samedi, je me suis réveillé tôt, j'ai attrapé une pile de cartons et j'ai commencé à faire mes paquets, soupirs, avec le genre de précision méthodique que je réservais d'habitude à la réorganisation des tableurs.
Actes de naissance, documents fiscaux, vêtements d'hiver, denrées de base de la cuisine. J'ai tout trié en catégories nettes, à garder, à donner, à jeter, à stocker. Chaque carton ressemblait à un petit acte de réappropriation de l'appartement et de moi-même, loin de l'ombre de ce que nous avions été. Il m'a envoyé un email ce matin-là. Je n'avais pas pensé à le bloquer là aussi. L'objet n'avait rien de dramatique, juste mon prénom. À l'intérieur, un mur de texte. Des excuses, des explications, un essai décousu sur le fait qu'il était stressé, peu sûr de lui, dépassé. Il écrivait qu'il voulait que je me batte pour lui, comment il pensait que le fait que je sois occupé signifiait que je m'en fichais, comment il avait envoyé ce SMS de rupture dans un moment de frustration. J'ai lu exactement 2 phrases. Puis j'ai fermé l'email. Ensuite, je lui ai répondu. Je t'ai écouté quand tu m'as dit que tu ne m'aimais pas. Je t'ai écouté quand tu m'as dit adieu. J'honore ton choix. Arrête de me contacter. Puis je l'ai bloqué et j'ai mis en place un filtre pour que tout ce qui provenait de son adresse soit automatiquement supprimé. Disparu comme s'il n'avait jamais existé. Cet après-midi-là, il a laissé quelque chose devant ma porte. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée pour récupérer un colis, j'ai trouvé un sac cadeau posé sur le paillasson. Lourd, rempli à ras-bord. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des photos imprimées, des notes manuscrites, des talons de billets de tous les concerts auxquels nous étions allés dans la vingtaine, un album photo avec la couverture étiquetée Amélie plus Lucas, notre histoire. Auparavant, cela m'aurait brisé. La version de moi d'il y a 6 mois se serait assise en tailleur sur le sol, feuilletant chaque page, les larmes coulant sur les images glacées de nos visages souriants. Elle se serait accrochée à la nostalgie comme à un radeau de sauvetage, convaincue que l'amour signifiait se battre à travers la douleur pour sauver ce qui restait. Mais la femme qui se tenait là maintenant ne ressentait rien. Pas de colère, pas de désir, pas de regret. Juste de la clarté. J'ai pris le sac entier, l'album photo, petit rire sarcastique, les photos, les souvenirs, et je les ai mis directement dans le vide-ordures de l'immeuble. Le bruit sourd que cela a fait en tombant dans le bac en métal en bas a été étrangement satisfaisant. Plus tard dans la journée, j'ai rédigé un email formel à mon propriétaire pour lui expliquer la situation. Il m'a appelé dans l'heure. Je m'attendais à de la bureaucratie ou à de l'indifférence. Au lieu de cela, il avait l'air soulagé. « Oh mon Dieu, Lucas » a-t-il dit. « Ouais, je l'ai vu faire les 100 pas autour de l'immeuble. Je me doutais qu'il se passait quelque chose. Écoutez, si vous voulez déménager plus tôt, je peux renoncer aux frais de résiliation. » Sérieusement, ai-je demandé. Absolument. Et s'il se pointe encore et qu'il vous met mal à l'aise, je contacterai la police en votre nom. Je ne m'étais pas attendu à de l'empathie, ou à un tel arrangement, ou à la validation qui vient du fait que quelqu'un reconnaisse que ce que je subissais n'était pas normal. J'ai accepté l'offre. Ma date de déménagement est passée de 2 semaines à 5 jours. J'ai réservé des déménageurs pour le vendredi, et j'ai loué un logement à court terme de l'autre côté de la ville, plus petit que mon appartement actuel, mais plus sûr. Anonyme. Le mien. Le dimanche est arrivé avec une tempête. Une vraie tempête. Du vent, de la pluie, du tonnerre qui craquait comme des os. Je suis resté à l'intérieur à emballer le reste de mes affaires. Je n'ai pas allumé de musique, je n'ai pas allumé la télé, j'ai juste fermé les cartons avec du scotch, l'un après l'autre, chacun scellant un autre chapitre. Vers midi, quelqu'un a frappé à ma porte. Je n'ai pas bougé. Ils ont frappé encore et encore. Amélie, a appelé une voix, Amélie, c'est moi. Je suis restée silencieuse, fixant le mur. Je ne voulais pas lui donner la satisfaction de m'entendre bouger. Amélie, s'il te plaît, ouvre la porte, a-t-il dit, la voix tremblante. Il faut qu'on parle. Tu ne peux pas faire ça. Les coups sont devenus plus forts, puis plus lents, puis plus doux. Finalement, ça s'est arrêté. Mon téléphone a vibré. Je n'ai pas regardé, je m'en fichais. Le lundi matin, je suis allé à l'agence de location pour déposer un formulaire. À mon retour, un autre sac était posé devant ma porte. Celui-ci était trempé par la pluie, son contenu agglutiné. Une autre tentative de sentimentalisme, détruite par l'eau et la météo. Je l'ai jeté sans l'ouvrir. Le mardi, il a encore franchi un cap. Cette fois,
il a amené des renforts. Je les ai entendus avant de les voir. S'éclaircit la voix, des voix étouffées dans le couloir, l'une ferme et maternelle, l'autre effrayée et familière. Amélie a appelé sa mère. Ma chérie, pouvons-nous te parler? Je me suis figé sur le canapé, le cœur battant à tout rompre mais le corps immobile. Mon cœur, a-t-elle dit doucement. C'est la mère de Lucas. Nous voulons juste nous assurer que tu vas bien. Peux-tu ouvrir la porte? Lucas a frappé à son tour. Amélie, s'il te plaît. Je t'en supplie. Juste 5 minutes. Je n'ai pas bougé. Peut-être qu'elle n'est pas chez elle, a murmuré sa mère. Elle est là, a chuchoté Lucas en retour. Ses chaussures sont près de la porte. Je sais qu'elle est là. J'ai serré la mâchoire. Sa mère a réessayé, la voix tendue par cette compassion fatiguée que je prenais autrefois pour de la gentillesse. S'il te plaît, ma chérie, vous pouvez discuter de tout ça. 5 ans, c'est long. Il souffre. Souffre? Ce mot a heurté quelque chose de froid à l'intérieur de moi. Il souffrait, maintenant. Mais et moi? Où était cette empathie quand il se tenait dans notre cuisine, les bras croisés, balayant mes réussites? Où était cette inquiétude quand il a appuyé sur renvoyer à 13h58? Brisant 5 ans avec une seule phrase? Je n'ai pas répondu. Au bout de 15 minutes, j'ai entendu sa mère soupirer. Elle n'est pas là, a-t-elle dit. Allons-y. Leurs pas se sont éloignés dans le couloir. Quand l'ascenseur a retenti, je me suis autorisé à respirer à nouveau. Le mercredi, il ne me restait plus qu'1 jour dans l'appartement. Les déménageurs arrivaient à 8 heures le lendemain matin. Mes affaires étaient soigneusement empilées et étiquetées. Les clés de mon nouvel appartement étaient posées sur le comptoir. Je me sentais comme un fantôme errant parmi les vestiges d'une vie que je ne revendiquais plus. Ce soir-là, on a encore frappé à la porte. Je l'ai ignoré. Le jeudi matin, j'ai ouvert la porte pour trouver une ultime tentative de sa part. Une boîte en carton avec un ruban scotché de manière bâclée sur le dessus. Pas de mots cette fois. Pas d'explication, juste le silence. Je ne l'ai pas ouverte. Je ne l'ai pas rentrée à l'intérieur. Je l'ai portée directement au vide-ordures et j'ai laissé la gravité prendre la décision à ma place. Le vendredi est arrivé tranquillement. Les déménageurs sont arrivés tôt, ont travaillé vite, et à 11 heures, l'appartement était vide. Leurs pas résonnaient sur le sol nu. L'endroit paraissait plus petit sans rien à l'intérieur, dépouillé de toutes ces années accumulées, de toutes ces routines partagées, de toutes les illusions que j'avais prises pour de la sécurité. J'ai laissé les clés au propriétaire, je suis sorti sans me retourner, et j'ai traversé la ville en voiture jusqu'à mon nouveau chez-moi. Avant d'éteindre mon ancien téléphone, celui que Lucas connaissait toujours, je lui ai envoyé un dernier message à partir d'un numéro qu'il ne reconnaîtrait pas. Tes affaires sont dans le box 247 au garde-meubles de la rue des Chênes, code 4832, payé jusqu'à la fin du mois. Après ça, c'est ta responsabilité. Ensuite, j'ai bloqué ce numéro-là aussi. J'ai balancé la carte SIM dans un tiroir et je suis entré dans le calme de mon nouvel appartement. Pour la première fois depuis des jours, des semaines, peut-être des mois, je me sentais en paix. La première nuit dans mon nouvel appartement m'a paru étrange d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Pas solitaire, pas triste, juste calme. Une sorte de calme dont j'avais oublié l'existence. Pas de chaussures qui n'étaient pas les miennes près de la porte. Pas de shaker de protéines à moitié bu sur le comptoir. Pas de bourdonnement de fond dû à la routine de quelqu'un d'autre qui tirait sur la mienne. Le silence ressemblait à un bain chaud. Déstabilisant au début, puis apaisant, puis nécessaire. J'ai déballé lentement, un carton à la fois. Mes affaires, mes choix, mon agencement. Aucun compromis. Je n'ai pas regardé mon téléphone une seule fois. Aucune part de moi ne se demandait si Lucas avait essayé d'appeler, d'envoyer un SMS ou de se pointer à l'ancien appartement. Ce n'était plus mon problème. Je lui avais donné la seule information à laquelle il avait droit, un numéro de box de stockage et une date limite. Tout le reste, mon adresse, mes routines, ma paix, ne lui était plus accessible. J'ai dormi cette nuit-là comme je dormais avant d'apprendre ce que ça faisait d'être responsable de la météo émotionnelle de quelqu'un d'autre. Un sommeil profond, ininterrompu, le mien.
Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la lumière du soleil au lieu de l'angoisse. Mon nouvel appartement avait de grandes fenêtres, de hauts puits de lumière rectangulaire qui déversaient la clarté sur le parquet. J'ai préparé du café et je suis resté pieds nus près de la vitre, à regarder la rue en contrebas. Personne ne savait que je vivais ici, à part ma famille et 2 amis proches. C'était comme être sous protection des témoins pour ma vie émotionnelle. Je me suis préparé pour le travail sans avoir à marcher sur la pointe des pieds autour de l'emploi du temps d'une autre personne. J'ai mis une playlist qu'il avait toujours détestée. Des chansons douces et indées qui me donnaient l'impression que les choses allaient bien, même quand ce n'était pas le cas. J'ai pris le chemin le plus long pour aller au bureau, juste parce qu'il faisait beau. À mon bureau, ma patronne est passée me voir. Amélie, j'ai oublié de te dire hier. La direction a adoré ton travail sur les modèles prédictifs. Ils envisagent de te nommer chef de projet au prochain trimestre. J'ai cligné des yeux en la regardant. Une promotion, déjà ? Elle a souri. Ne prends pas cet air si choqué. Tu l'as mérité. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé quelque chose de vif et douloureux. Lucas ne m'avait jamais dit quelque chose comme ça. Pas une seule fois en 5 ans. Il disait parfois qu'il était fier, mais c'était toujours attaché à un mais. Je suis fier de toi, mais nous me manquons. Je suis fier de toi, mais ça devient ridicule. Je suis fier de toi, mais tu n'es jamais à la maison. Un soutien sous condition, une fierté avec des fils attachés, des encouragements seulement quand ça ne le dérangeait pas. Ici, au travail, où personne ne m'aimait, ne vivait avec moi ou ne connaissait mes histoires d'enfance, j'étais valorisé sans clause. C'était à la fois magnifique et dévastateur. Au cours des 2 semaines suivantes, ma vie a pris une nouvelle forme. Pas une forme parfaite, pas une victoire triomphale, juste quelque chose de stable, à moi, suffisamment calme pour que je puisse à nouveau entendre mes propres pensées. Mes amis m'ont invité à dîner un soir. Nous étions assis sur un bar en rooftop avec des chaises dépareillées et des cocktails hors de prix. Ils ne m'ont pas posé de questions sur Lucas jusqu'à ce que j'aborde le sujet. Et quand je leur ai raconté toute l'histoire, personne n'a dit « As-tu essayé de lui parler ?» Au lieu de cela, ils ont dit des choses comme « C'était cruel. Tu ne méritais pas ça. Je suis tellement heureuse que tu te sois choisi. » L'une d'elles, l'amie d'une amie, m'a regardé et a dit « Je suis fière de toi. » Et elle le pensait vraiment. La 3e semaine, Lucas est encore passé à l'offensive. Cette fois, il a essayé de passer par des amis communs. 3 personnes différentes m'ont envoyé des variantes du même message. Lucas a vraiment du mal. Il se sent très mal pour ce qui s'est passé. Il a besoin de clore le chapitre. Il ne voulait pas te blesser. Peux-tu juste lui accorder 5 minutes ? J'ai répondu à chaque message avec la même clarté, en copiant-collant. Il a mis fin à une relation de 5 ans par SMS 2 minutes avant ma cérémonie de remise de diplôme. Je n'ai plus rien à lui dire. S'il te plaît, ne fais pas passer ces messages. 2 personnes ont compris. La 3e, l'un de ses amis les plus proches, m'a renvoyé un paragraphe qui commençait par « Tu es sans cœur » et se terminait par « Tout le monde fait des erreurs ». J'ai répondu par exactement une phrase « Il n'a pas juste fait une erreur. Il a pris une décision. » Et je n'ai plus jamais entendu parler de cet ami. La tranquillité de ma nouvelle vie n'a été interrompue qu'une seule fois de plus par lui. C'était un mercredi, 3 semaines après mon déménagement, quand la sécurité de mon bureau a appelé. « Il y a un homme en bas qui dit qu'il doit vous voir », a dit le vigile. « Il prétend être votre petit ami. » J'ai fermé les yeux. « Il ne l'est pas », ai-je répondu. « S'il vous plaît, demandez-lui de partir. » Il refuse. Il dit que c'est urgent. Alors appelez la police. Il y a eu une pause. Très bien, madame. Il est parti avant l'arrivée de la police, mais pas avant d'avoir fait un tel scandale que 2 collègues sont venus me voir plus tard pour me demander si tout allait bien. Je ne l'ai pas caché. Mon ex a du mal à respecter les limites, ai-je dit. On gère la situation. Ma patronne m'a invité dans son bureau plus tard cet après-midi-là. Est-ce que tu te sens en sécurité ? A-t-elle demandé gentiment. Oui, ai-je répondu, et je le pensais. Parce que j'avais appris que la sécurité ne dépendait pas de l'endroit où je vivais ou de qui je bloquais. Cela dépendait de la décision que j'avais prise au moment où j'avais tapé, compris. Il s'agissait de me choisir moi.
La semaine suivante, les messages des amis communs ont complètement cessé. Lucas a finalement abandonné. Pas avec grâce, pas avec compréhension, juste par épuisement. Il a dit aux gens que j'avais changé, que j'étais devenue froide, que j'agissais comme s'il n'avait jamais compté. Et ce que personne ne lui dirait jamais en face, c'était la vérité. Je n'avais pas changé. J'avais simplement arrêté de plier. J'avais arrêté de m'excuser. J'avais arrêté de saigner pour quelqu'un qui utilisait mon amour comme un instrument de mesure pour son propre ego. 6 semaines après l'obtention de mon diplôme, je me tenais au milieu de mon petit appartement baigné de soleil et j'ai réalisé que j'étais heureuse. Pas extatique, pas amoureuse, pas soudainement guérie. Juste paisiblement, tranquillement, sereine. J'avais 2 diplômes. Une carrière qui prenait enfin forme. Une promotion à l'horizon. Des amis qui étaient présents. Une famille qui avait traversé le pays en avion pour me célébrer. Un espace qui était entièrement le mien. Et un cœur qui, bien que meurtri, était indéniablement redevenu le mien. Quelqu'un m'a récemment demandé lors d'un rendez-vous informel qui s'est terminé par une étreinte polie et aucune attente s'il me manquait. J'ai répondu honnêtement. Non, ai-je dit, la personne que je croyais qu'il était me manque, mais la personne qui a envoyé ce SMS, elle ne me manque pas du tout, et je pensais chaque mot. Lucas m'avait dit de considérer cela comme un adieu. Il s'attendait à ce que je m'effondre. Il s'attendait à ce que je me batte pour lui. Il s'attendait à ce que je gravite dans son orbite comme je l'avais fait pendant des années. Au lieu de cela, j'ai considéré son adieu. Je l'ai accepté, et ce fut la meilleure décision que j'ai jamais prise.